Merci et bon retour. Justement, on va se mettre en appétit avec les deux prochaines présentations avant de vous laisser pour l'heure du lunch. Avant d'aller avec la présentation de la prochaine présentation, justement, il y avait des questions à savoir comment on peut avoir accès au guide. Vous allez sur le site de la chaire et vous allez avoir un lien direct. Cependant, là, sur l'heure du lunch, on pourra peut-être vous amener un code barre qu'on vous mettra à l'écran aussi, vous aurez simplement à aller le prendre avec votre téléphone, le cas échéant. On fera ça en après-midi. On vous le diffusera comme tel. Alors, si on allait dans les étapes, disons qu'on va revenir dans l'étape 4, disons ça comme ça. Prochaine présentation, ce sera sur les nouvelles règles fiscales applicables au transfert d'entreprise à la suite du budget de mars 2023. On l'a dit tantôt, la fiscalité, c'est un élément important, particulièrement quand on est Canadien, puis encore plus quand on est Québécois, disons ça comme ça. Et on a deux experts qui vont venir nous en traiter. Laissez-moi vous les présenter. On a Mme Katia Sébastiani. Maître Sébastiani a été admise au barreau du Québec en 1998 et travaille depuis 2005 au sein du cabinet juridique Cahen-Lamarre. Son diplôme d'études supérieures spécialisées en fiscalité lui permet de conseiller une clientèle diversifiée en droit fiscal, comme la planification fiscale, successorale et testamentaire, et de représenter les contribuables lors de contestations de cotisations fiscales. En raison de sa grande expérience en droit corporatif, elle est également appelée régulièrement à intervenir dans le cadre de transactions commerciales. Bienvenue, Mme Sébastiani. Également avec nous pour cette présentation, M. Marc Gendron. Marc Gendron est titulaire d'une maîtrise en finances appliquées à l'Université du Québec à Montréal ainsi qu'une maîtrise en fiscalité à l'Université de Sherbrooke. Son expérience à titre de fiscaliste et de planificateur financier lui a entre autres permis de développer une expertise à titre de conseiller d'affaires auprès d'entrepreneurs et de familles en affaires. Plus précisément, il traite de dossiers touchant les fiducies, la planification fiscale et successorale de dirigeants de PME, ainsi que de réorganisation fiscale touchant le transfert d'entreprise et la relève d'entreprise familiale. Sans plus attendre, je vous cède la parole. Merci d'être avec nous aujourd'hui et à vous. Merci, Carl. Alors, remarquez-moi, nous sommes très heureux d'être ici avec vous aujourd'hui pour vous présenter des aspects, ma foi, techniques là, d'un transfert d'entreprise dans un contexte familial. Tantôt, Salomon parlait que quand... oui, c'était Salomon qui a dit que des fois, on va chez le client, puis on a un langage tout préparé, puis il n'est pas prêt à l'entendre. J'espère que vous êtes prêts à nous entendre parce que notre langage aujourd'hui, c'est du langage fiscal assez technique. Alors, on va faire un très bref survol de qu'est-ce qui est arrivé depuis l'annonce et on va peut-être même reculer avant l'annonce du budget fédéral de 2023 sur ces nouvelles règles-là qui sont des assouplissements qui viennent faciliter les transferts intergénérationnels d'entreprises. Et ensuite, on va vraiment rentrer dans une analyse des dispositions, c'est quoi les conditions qui sont prévues à l'avis de motion de voies et moyens qui a été émis le 28 novembre 2003, qui est la version actuelle des dispositions législatives qui devraient s'appliquer, en fait, qui s'appliquent en principe depuis quelques semaines maintenant, depuis le 1er janvier 2024. Alors, la diapositive commence ici au budget de 2023, mais l'histoire commence bien avant. C'était en fait le Québec, le gouvernement provincial, qui en 2016 avait annoncé les premiers assouplissements aux règles, en fait, de l'article 84.1 de la loi de l'impôt. Cet article-là l'est parfois encore, un enjeu, bien, c'est toujours un enjeu, puis ça empêche dans des transactions de vente familiale de bénéficier de l'exonération de gains en capital. Et c'est le Québec qui est venu prévoir des conditions pour permettre que, dans certaines situations, les transferts familiaux puissent se réaliser en utilisant l'exonération de gains en capital. Par contre, le fédéral n'avait pas emboîté le pas, avait dit qu'il voulait lui aussi faire des assouplissements, mais ça y a pris jusqu'au au budget de mars 2023 où ça a vraiment été annoncé.
Par contre, avant ça, il y avait un petit projet de loi qui est le projet de loi C-208 qui a été adopté un peu en catimini en juin 2021. Le ministre des Finances n'était même pas au courant de ce qui se passait. Ils sont venus comme adopter un gros assouplissement qui permettait à peu près n'importe quoi dans un contexte de transfert familial. C'était, en fait, c'est ça, une exception qui donnait lieu à trop de possibilités d'abus. C'était beaucoup trop permissif. Et donc, le ministère des Finances avait tout de suite annoncé qu'il allait proposer des changements. On devait les avoir rapidement. Finalement, ça a pris près de 2 ans pour les avoir. Et donc, c'est il y a à peu près 10 mois qu'on avait eu l'annonce des mesures presque actuelles. Les mesures parlaient de 2 types de transferts qui étaient éligibles en fait, à l'assouplissement. On parle d'un transfert immédiat ou un transfert progressif, devait entrer en vigueur à compter du 1er janvier 2024. En juin 2023, on a eu une très bonne nouvelle lorsque le gouvernement du Québec a annoncé qu'ils allaient harmoniser la loi provinciale avec les mesures du fédéral. Avant, c'était très compliqué parce que de 2016 à 2021, on avait juste les règles provinciales qui s'appliquaient, faisait en sorte qu'on avait un avantage du côté provincial, mais pas du côté fédéral. Donc, ce n'était pas vraiment très avantageux d'utiliser les règles. Depuis 2021, on avait des règles différentes qui s'appliquaient dans les 2 paliers, donc c'était pratiquement impossible au Québec d'avoir l'exonération des 2 côtés. Et finalement, donc, l'été dernier, on a su qu'on allait pouvoir bénéficier d'un régime unifié qui était vraiment une très bonne nouvelle. On a eu des annonces, pas des annonces, mais des propositions législatives le 4 août 2023. Et finalement, l'avis de motion de voies et moyens qui a été déposé le 28 novembre dernier. Il est devenu le projet de loi C-59 qui est présentement en 2e lecture devant la Chambre des communes. Donc, quel est l'objectif des modifications? L'objectif, donc, est d'accommoder les véritables transferts intergénérationnels d'entreprises exploitées activement d'un parent à un ou plusieurs enfants ou petits-enfants majeurs. Mais, évidemment, le gouvernement voulait quand même protéger l'intégrité de l'article 84.1, qui est une règle anti-évitement qui vise à empêcher de faire des dépouillements de surplus dans des transactions non imposables, dans des transactions avec lien de dépendance. On se rappelle, sans rentrer trop dans les détails, mais 84.1 fait en sorte que lorsque un vendeur d'actions vend des actions à une société qui a un lien de dépendance, avec lequel elle a un lien de dépendance, le gain en capital qui découle de cette transaction-là est requalifié en dividende réputé, ce qui fait en sorte qu'on ne peut pas bénéficier, non seulement on ne peut pas bénéficier de taux d'imposition de gain en capital, mais ça devient vraiment, c'est-à-dire on ne peut pas bénéficier de l'exonération de gain en capital, on ne peut même pas bénéficier d'un taux d'imposition applicable à du gain en capital imposable parce que c'est du dividende. Donc, il y a une série de conditions à rencontrer. Ça ne couvre pas tous les types de transactions réelles qui pourraient intervenir dans un contexte familial. Ça vise vraiment les transferts intergénérationnels. Donc, par exemple, les transferts d'actions entre frères et sœurs ne seront pas admissibles aux assouplissements et vont continuer d'être assujettis à l'article 84.1. Donc, il y a 2 types de transferts qui sont permis, si on peut parler ainsi. La façon que ça fonctionne, c'est que le paragraphe 80, l'alinéa en fait 84.1 2E dit que lorsque notre transaction rencontre les conditions d'un transfert immédiat, qui en fait, c'est une série de conditions qui sont prévues au paragraphe 84.1 2.31 de la loi, ou encore, si on rencontre les conditions du transfert progressif, cette fois-ci, c'est une série de conditions qui sont prévues au paragraphe 84.1 2.32,
le vendeur et l'acquéreur seront considérés ne pas avoir de lien de dépendance. Donc, si on n'a pas de lien de dépendance, on n'est pas dans les conditions d'application de l'article 84.1 et donc notre gain en capital va rester du gain en capital. Et si nos actions sont admissibles à l'exonération, sont des actions admissibles de petites entreprises, on va pouvoir bénéficier de l'exonération. Je trouve que les noms qu'on a donnés aux deux types de transferts ne sont pas très représentatifs. On parle d'un transfert immédiat, sauf qu'on va voir, ça n'a pas besoin d'être immédiat. On peut le faire échelonné dans le temps et dans plusieurs étapes. Et le vrai délai, si on veut, c'est 36 mois pour un transfert immédiat. Transfert progressif, un peu la même chose. Il y a le même délai de 36 mois qui doit être rencontré, mais en plus, il y a une condition additionnelle qu'on doit évaluer 10 ans après la transaction initialement admissible à l'exonération, et ça concerne la participation financière résiduelle du vendeur. Alors, il y a des conditions à respecter pour chacun des types de transferts. Et il y a des différences entre les deux types, mais il y a quand même beaucoup de similitudes. En fait, moi, je vais commencer à vous présenter 7 conditions, en fait, qui sont identiques dans les deux types de transferts. Alors, la première condition, c'est que, en fait, les parents ou les parents qui effectuent le transfert doivent pas avoir eu recours à l'exception du paragraphe 84.1 de E auparavant. Okay? Donc, c'est un type de one-shot deal. Une fois qu'on a utilisé l'assouplissement, donc l'exception à l'application de l'article 84.1 en lien avec une entreprise donnée, on ne peut plus l'utiliser pour cette même entreprise-là, et par exemple dans les ventes d'actions subséquentes, si le transfert se fait de façon graduelle. Une belle nouveauté, en fait, une belle exclusion qui a été apportée entre la version du mois d'août et le mois de novembre plutôt, c'est que, en fait, on part à neuf en 2024. Si quelqu'un a pris une exception au paragraphe 84.1 en vertu des anciennes règles qui existaient auparavant, ça ne va pas disqualifier la transaction subséquente pour l'exception. Donc, on part à neuf, mais dès qu'on a fait une fois l'exception, on ne peut pas l'utiliser dans le cadre d'une vente d'actions subséquente. Deuxième condition, la personne qui transfère doit être un particulier autre qu'une fiducie. Donc ici, ça rejoint un peu l'objectif qui était vraiment de permettre seulement aux parents qui vendent aux générations suivantes de bénéficier de cette exception-là. Ça ne veut pas dire que si on a une fiducie dans une structure, on sera empêché de le faire. Il s'agira juste de faire une petite étape préalable, prendre les actions, les mettre dans les mains du parent qui va ensuite vendre dans le cadre de la transaction. Mais on comprend qu'on ne veut pas permettre qu'une fiducie puisse bénéficier de l'exonération, pas de l'exonération, mais de l'exception aux règles, parce que sinon, elle pourrait permettre à n'importe quel autre bénéficiaire qui n'est pas un parent de bénéficier de l'assouplissement. Troisième condition, ça concerne l'acheteur. Donc, l'acheteur, lorsqu'on est dans 84.1, l'acheteur est nécessairement une société. Et la condition veut que cette société-là soit contrôlée par un enfant ou plusieurs enfants, des personnes qui vendent, des enfants majeurs. Donc, ça prend les enfants doivent avoir plus de 18 ans pour pouvoir bénéficier. En fait, les personnes qui contrôlent doivent avoir plus de 18 ans pour bénéficier de l'exception. Il y a quand même une définition élargie du terme « enfant ». Donc, ça inclut les enfants du contribuable et de l'époux. Ça inclut les petits-enfants du contribuable et de l'époux. Ça inclut également, puis ça, je ne sais pas sur la diapositive, mais ça inclut également les époux ou conjoints de fait de l'enfant.
Là où 84.12.3 élargit la notion, c'est que ça inclut les neveux et nièces. Il y a toujours une question qu'on se posait. Les neveux et nièces, en principe, ce n'est pas des personnes avec lien de dépendance, ce n'est pas des personnes liées. La question de savoir s'il y a un lien de dépendance est toujours une question de fait. Fait que dans des transactions où ça impliquait des neveux ou nièces, on ne savait jamais si on était capable de sortir de l'application de 84.1. Bien, ici, en les incluant dans la définition d'enfant pour les fins de l'exception, ça va nous permettre d'avoir une certitude qu'on ne subira pas les conséquences de 84.1. Donc, ça inclut également donc neveu et nièce du conjoint ou de l'époux, ça inclut les époux, conjoints de fait des neveux et nièces, ça inclut les enfants des neveux et nièces. Ah oui, il y a aussi les arrière-petits-enfants du vendeur qui sont inclus dans la définition. Et ensuite, il y a une règle qui, en fait, prévoit que le lien de filiation est comme maintenu suivant le décès des conjoints. Donc, ce n'est pas parce que le conjoint est décédé que l'enfant du conjoint cesse d'être un enfant pour les fins de ces règles-là. Donc, même après le décès du conjoint, on va pouvoir bénéficier des règles. La quatrième condition, c'est qu'il faut que les actions dont on dispose soient des actions admissibles de petite entreprise ou encore des actions de société agricole ou de pêche familiale. Donc, si on n'est pas des AAPE ou des ASAPF, l'exception ne s'applique pas. 84.1 va s'appliquer et ce ne sera pas du gain capital, ça va être un dividende. Cinquième condition, à compter de la vente initiale, les parents ne peuvent pas détenir directement ou indirectement 50% ou plus d'une catégorie d'actions de la société en cause, donc la société qu'on vend, de l'acheteur, donc la société qui est contrôlée par l'enfant, ou d'une entité pertinente du groupe. Il y a une exception, donc il est possible pour le parent de conserver des actions privilégiées sans droit de vote, qui est un terme défini pour les fins de l'article 84.1. Ça vise essentiellement les actions exclues au sens du paragraphe 256.1.1, qui sont essentiellement des actions privilégiées de gel non votantes avec dividendes à taux prescrit. Donc, un parent pourrait détenir la totalité des actions d'une catégorie donnée qui sont des actions privilégiées sans droit de vote, sans enfreindre la condition voulant qu'il n'a pas le droit de détenir 50% ou plus des actions d'une catégorie. Et donc, c'est 50% ou plus des actions d'une catégorie, sauf les actions que je vais appeler exclues, de la société en cause, de l'acheteur ou d'une entité apparente. Qu'est-ce qu'une entité apparente? Une entité pertinente. Une entité pertinente du groupe, c'est toute personne ou société de personnes qui exploite une entreprise qui, au moment de la disposition, est pertinente pour déterminer si les actions qu'on vend et en lien avec lesquelles on souhaite bénéficier de l'exception sont des actions admissibles de petites entreprises ou des actions de sociétés agricoles ou de pêche familiale. Exemple, ça vise les structures de holding. Lorsque un individu détient les actions d'un holding qui détient une opérante, bien, l'opérante est une entité pertinente du groupe parce que c'est l'entreprise exploitée par l'opérante qui fait en sorte que les actions de la société de holding puissent être qualifiées d'actions admissibles de petites entreprises. On s'est déjà posé la question, Marc et moi, est-ce que ça vise une situation de société sœur où on a, par exemple, l'immeuble qui est détenu dans une société et l'entreprise opérante dans une autre entité. On pense que non, parce que, bien, en fait, pour la société opérante, non, parce que elle, ses actions se qualifient tout seul, peu importe l'immeuble est où. Pour la société d'immeuble,
Probablement parce pour qu'elle puisse être les actions de celle-là puissent être une action admissible de toute entreprise, il faut regarder si l'immeuble est utilisé dans l'entreprise de l'opérante. Donc, ici, lorsqu'on vend les actions de l'immeuble co, l'opérante va nécessairement être une entreprise pertinente du groupe. Et ça doit être une société associée du groupe. Pour que ce soit des actions admissibles de petite entreprise. On arrive à la 6e condition maintenant. Et c'est ici qu'on vient voir le délai de 36 mois. Donc, il faut qu'au moment pas au moment de la disposition, mais dans les 36 mois suivant la disposition, que les parents aient transféré la totalité du solde des actions participantes et votantes de la société en cause et dans les sociétés, en fait, dans les entités apparentes du groupe. Donc, 36 mois à compter de la transaction qu'on souhaite qualifier pour l'exception. Donc, la 5e condition, on a vu qu'on a le droit de conserver 50% des actions d'une catégorie. En fait, non, on n'a pas le droit de conserver 50. On a le droit de conserver 49,9% des actions d'une catégorie d'actions d'une société, mettons, cible. 36 mois plus tard, il faut qu'on ait disposé de toutes les actions participantes et votantes. La règle du 36 mois a également l'exception pour les actions privilégiées sans droit de vote. Donc, ça veut dire qu'au bout de 36 mois, le parent pourrait conserver des actions de gel, essentiellement, mais ne peut plus avoir de vote ou de participation. La dernière condition qui est identique dans les deux cas, celle-là est assez facile, c'est qu'il faut produire un choix. Donc, lorsqu'on veut se prévaloir de l'exception, on produit un choix. Le délai de production, c'est la date de production du contribuable, donc du vendeur, pour l'année d'imposition qui comprend la disposition. Je voulais vous mentionner qu'il y a une condition qui a disparu entre la version du mois d'août et la version du mois de novembre, et c'est une bonne chose. Dans la version du mois d'août, il y avait une exigence que du côté des vendeurs, les parents devaient avoir le contrôle de la société qu'on vendait avant la transaction pour qu'on puisse être dans les définitions de transfert immédiat ou de transfert progressif. Et en plus, il fallait que la société de l'enfant conserve le contrôle, acquiert le contrôle dans le cadre de cette transaction-là. Ça a disparu, puis c'est une bonne chose, parce qu'évidemment, il y a plusieurs situations où un parent peut ne pas être au départ et peut ne jamais avoir été un actionnaire majoritaire dans une société. C'est pas parce qu'il ne contrôle pas la société que c'est pas une vraie transaction de transfert intergénérationnel. Donc ça, c'était un changement qui était vraiment très bien reçu lorsqu'on a vu le projet de loi. Alors, ça termine les conditions qui sont pareilles dans les deux types de transferts. Et donc, je vais céder la parole à Marc pour qu'il vous parle des conditions qui sont propres à chacun des types. Merci, Katia. Donc, je vais juste avancer à la bonne diapositive. Donc, la première condition qui a des différences entre le transfert immédiat et progressif, c'est au niveau de la notion de contrôle. Donc, suivant la transaction, au niveau du transfert immédiat, le contrôle de droit et de fait doit être transféré au moment de la disposition. A contrario, le transfert progressif, on parle uniquement du contrôle de droit. Donc, il y a une distinction à faire. Et qu'est-ce que ça implique? Je tente dans le prochain diapositive je reviens un peu sur la notion de contrôle de fait au niveau juridique, d'où émane la jurisprudence au niveau du contrôle de fait. Donc, le principe de base vient de l'arrêt Silicon Graphic et
Essentiellement, ce que la Cour est venue dire, c'est que pour qu'on puisse conclure un contrôle de fait, une personne ou un groupe de personnes doivent avoir le droit et la capacité manifeste de procéder à une modification importante du conseil d'administration ou des pouvoirs du conseil d'influencer de façon très directe les actionnaires qui auraient autrement la capacité de choisir le conseil d'administration. Donc, grosso modo, quelqu'un qui aurait un pouvoir, soit via une convention d'actionnaires ou, c'est sûr, économique, si on n'en parlait pas à cette époque-là, mais c'était par rapport à des pouvoirs concrets de pouvoir influencer le conseil la nomination ou des décisions du conseil d'administration. Donc, c'est ça la notion de conseil de fait, de contrôle de fait, excusez. Par la suite, il y a eu l'arrêt McGill-Livray qui est venu restreindre la portée des critères externes et puis qui a fait en sorte que le contrôle redevienne un peu uniquement sur la nomination du conseil d'administration. Donc, ils ont énormément restreint la notion de contrôle de fait et cet arrêt-là a fait en sorte que le ministère des Finances s'est penché sur la notion de contrôle de fait et a introduit un nouveau paragraphe parce que, bon, il existait le paragraphe 256.5.1 qui venait essentiellement là, donner j'allais dire guidelines, là, mais donner des principes, ouais, c'est ça, pour le contrôle de fait. Et entre-temps, il y a eu aussi l'affaire Aeronautic Development dans laquelle la Cour canadienne de l'impôt est venue intégrer l'influence économique, donc au niveau des facteurs à considérer pour l'analyse du contrôle de fait. Donc, le ministère des Finances est venu mettre en place le paragraphe 256.5.1 qui est venu élargir les facteurs qui doivent être pris en compte dans la détermination des pouvoirs d'une personne d'influencer sur la nomination du conseil d'administration ou sur des actionnaires dans l'exercice de leur droit de vote menant à l'élection du conseil d'administration. Donc, désormais, l'influence qui peut être exercée quant à la nomination d'un conseil d'administration, ce n'est pas seulement au niveau de la source d'un droit ayant force exécutoire, mais il faut regarder aussi les facteurs pertinents qui pourraient faire en sorte que cette influence-là puisse... comment je pourrais dire, que cette influence-là vienne d'ailleurs, c'est ça, donc des facteurs d'ordre familial, économique, donc essentiellement c'est ça. Donc, qu'est-ce que ça fait concrètement par rapport à le transfert immédiat puis le transfert progressif? C'est que, grosso modo, au niveau de mon transfert progressif, si dans ma convention d'actionnaire, l'actionnaire vendeur ou le parent vendeur ou les parents vendeurs ont toujours un pouvoir décisionnel sur les nominations du conseil d'administration. Dans le transfert progressif, on va pouvoir l'avoir pendant la période de temps impartie. Dans le transfert immédiat, ce ne sera pas possible. Donc, c'est vraiment un transfert total du contrôle qui est exigé au niveau du transfert immédiat. En fait, juste une précision ici, c'est pas que l'enfant doit nécessairement acquérir le contrôle, parce qu'on l'a vu, ça, c'est plus une condition. C'est juste que le parent ne doit plus avoir le contrôle de la société qu'on vend et ne peut pas avoir le contrôle dans la société qui achète non plus. C'est ça qui est important à retenir, ainsi que les entités pertinentes du groupe. C'est ça. C'est les sociétés qu'on doit regarder pour voir si on a cessé d'avoir un contrôle de droit ou de fait selon qu'on est dans un type de transaction ou l'autre. Merci, Katia. Prochaine condition, c'est la condition de la participation financière résiduelle. Bon, on s'entend qu'au niveau du transfert immédiat, moi, je trouve qu'il y a une certaine dichotomie parce que, bon, lorsqu'on fait un transfert immédiat, mettons qu'on a fait au préalable un gel successoral, les actions et qu'on a une balance de prix de vente. Donc, la balance de prix de vente et les actions exclues n'ont pas à être payées par l'acheteur. Donc, il n'y a aucune exigence que la loi nous exige de payer ou de racheter ces actions-là ou de payer la balance de prix de vente. A contrario, dans le transfert progressif, on a une période de 10 ans où est-ce que la valeur des intérêts pour le contribuable vendeur et son époux
dans la société en cause que l'acheteur, dans l'acheteur puis dans toutes les entités pertinentes, la balance de prix de vente ou l'intérêt, je pourrais dire, parce que ça peut être aussi des actions privilégiées exclues, ne doit pas représenter plus de 30 de la valeur marchande des intérêts qui détenaient immédiatement avant la vente. Donc, et au niveau des transferts de sociétés agricoles ou de pêche admissibles, on parle de 50 donc c'est un petit peu plus permissif. Je vais vous donner, prochain acétate, c'est un exemple très, très simpliste, mais je voulais juste vous démontrer un peu la méthodologie, la mécanique. Donc, si on parle uniquement d'une personne qui aurait, supposons, 100 des actions, donc la JBM des actions, c'est des APE qui sont vendus par le contribuable, 4 millions. Donc, au moment de la vente, c'est 4 millions. Parce que préalablement, la personne avait fait un gel et a des actions privilégiées exclues pour une valeur de 2 millions. Donc, au moment de la vente, immédiatement avant la vente, l'intérêt de ce contribuable-là dans la société est de 6 millions parce que il y a le 4 millions de la valeur des APE qui sont vendus et il y a la valeur de gel immédiatement avant. Donc, les montants qui sont payés au comptant, selon ce qui avait été entendu entre les parties, 2 millions. Donc, la balance de prix de vente, on parle de 2 millions parce que le montant de vente des actions était de 4 millions. Et j'ai une participation financière résiduelle, donc ma balance de prix de vente plus mes actions exclues de 4 millions. Donc, après 10 ans, le maximum d'intérêt que je peux avoir à titre de contribuable vendeur, ça serait 1,8 million, qui représente finalement 30 du 6 millions qui était la valeur de l'intérêt immédiatement avant la vente. Et le montant à payer aux contribuables par la société acheteuse représente quand même 2,2 millions. Donc, on voit qu'entre le transfert immédiat puis le transfert progressif, il y a une certaine dichotomie qui est, en tout cas, je trouve ça spécial parce que, bon, dans un transfert progressif, je dois quand même payer une portion de mes actions exclues et de la balance de prix de vente. Par ailleurs, je n'ai pas à faire ça dans un transfert immédiat. Donc, c'est un petit peu... D'où le fait que je pense que les noms n'ont pas rapport. Là, c'est immédiat, mais ça veut dire qu'on ne le paye jamais. C'est ça. Donc, prochaine condition qui a une distinction, c'est surtout au niveau du délai suivant la vente qui a une différence. Donc, au niveau du transfert immédiat, le contribuable, on dit tout le temps seul ou avec son époux ou conjoint de fait. Donc, transfert à l'enfant, acheteur, ou l'enfant qui contrôle la société acheteuse, la gestion de chaque entreprise de la société en cause et de toute entité pertinente du groupe. Donc, c'est important, comme Katia disait tantôt, s'il y a des filiales, il faut que le transfert soit total. Et il faut que le contribuable vendeur et son conjoint, s'il est impliqué, cessent de façon permanente de gérer chaque entité pertinente de la société en cause ou toute entité pertinente du groupe, et ce, dans les 36 mois suivant le moment de la disposition. Donc là, ici, au niveau de la gestion, et je vais en parler dans ma prochaine acétate, mais quand même, on parle de la gestion des activités quotidiennes, donc tout ce qui est prise de décision, supervision des activités, tout ce qui concerne là, vraiment l'exploitation de l'entreprise dans le day-to-day. La gestion n'inclut pas par ailleurs, et ça, je vais le voir dans le prochain acétate, ça n'inclut pas là, des conseils d'ordre stratégique que le vendeur pourrait donner à ses enfants là, ou dans le cadre là, de la vision de l'entreprise dans l'avenir. Mais il n'y aura plus le droit de prendre aucune des décisions dans les activités courantes de l'entreprise. Pour ce qui est du transfert progressif, on parle de 60 mois. Et ici, c'est drôle parce que ça revient un petit peu à la présentation d'avant. Il y a beaucoup d'impondérables dans le transfert d'entreprise. Donc, ici, on parle de toute autre période qui pourrait être plus longue étant raisonnable dans les circonstances.
Bon, l'aspect de raisonnabilité en fiscalité, on peut en revenir. Je ne sais pas si vous le savez c'est quoi, mais moi, je ne sais pas c'est quoi. C'est ça. C'est d'ailleurs, je vais en parler un petit peu plus loin. Donc ici, je voulais juste mettre, Katia en a parlé tantôt, mais je voulais juste revenir un peu sur le concept d'entreprise pertinente de la société en cause. Donc c'est l'entreprise qui va permettre de qualifier les actions vendues de AAPE. À contrario des entités pertinentes du groupe, donc comme Katia parlait tantôt, ça peut être, je vends les actions de ma compagnie de gestion, donc ça c'est l'entité en cause, et l'entité pertinente pourrait être mon opérante qui est détenue à 100% par ma société en cause. Donc, et le concept de gestion, on vient d'en parler, donc je ne m'éterniserai pas là-dessus. Donc, les questions qu'on se posait quant au transfert de la gestion d'entreprise, c'est justement l'aspect de raisonnabilité dans les circonstances. Et on se posait la question, qu'est-ce qui serait des circonstances qui permettent une extension de la période? Et qu'est-ce qu'une période raisonnable pour un transfert progressif qui pourrait s'échelonner sur 10 ans? Donc, c'est des questions pour lesquelles on n'a pas de réponse. Puis, je pense que c'est la pratique qui va faire en sorte qu'éventuellement, on va avoir j'allais dire encore guidelines, mais des modalités pour circonscrire tout ça. Mais c'est vraiment une question de fait. Puis, je pense que les autorités fiscales ne sont pas trop demandantes là-dessus, mais quand même, il faut qu'il y ait un transfert de la gestion de l'entreprise à un moment donné. Condition de la continuité suivant la vente, très important. Donc, ici encore, la distinction entre les deux, c'est juste en termes de temps suivant le moment de la vente. Donc, ici, transfert immédiat, vous aurez compris que c'est 36 mois suivant le moment de la vente. Donc, l'enfant ou le groupe d'enfants doit conserver directement ou indirectement le contrôle de l'acheteur. Et ça, c'est des changements qui ont eu lieu depuis le projet de loi C-208 et surtout les propositions législatives du mois d'août 2023. Mais ce qui arrivait dans les anciennes, dans C-208, c'est que l'enfant ou le groupe d'enfants devait conserver le contrôle direct dans l'acheteur. Et il n'y avait pas possibilité de pouvoir faire des réorganisations post-transaction comme des fusions à l'intérieur d'un délai de 5 ans. Donc là, maintenant, cette définition-là est venue pallier à cette problématique-là et ça nous permet de pouvoir faire des transactions, des réorganisations, post-transaction. Parce que, bon, souvent, comme vous savez, l'acquéreur va acheter, va financer, va acheter la compagnie et par la suite, il va y avoir fusion pour des raisons X, Y, Z au niveau de la déductibilité des intérêts ou quoi que ce soit. Donc, ça, c'est venu pallier à ce manque-là et c'est quand même très important. Donc, la prochaine condition, c'est que l'enfant ou au moins un des membres de la famille du groupe d'enfants participe activement de façon régulière, continue et importante. Donc, c'est le fameux test par-ci du 20 heures, de plus de 20 heures là, que l'enfant doit s'impliquer dans la société active. Et ce n'est pas uniquement dans l'entreprise pertinente de la société en cause, c'est dans toute entité pertinente du groupe. Donc, ça pourrait... c'est ça. Donc, s'il est impliqué dans au moins une des sociétés, on est correct, on rencontre la condition. Et chaque entreprise pertinente de la société en cause ou toute entreprise pertinente du groupe doit être exploitée activement. Bien sûr, s'il y a une des sociétés qui n'est plus exploitée activement, bon, il y a certaines règles d'allègement comme qu'on va voir plus tard, mais essentiellement, cette condition-là doit être respectée en tout temps. Donc, au niveau du transfert progressif, vous l'aurez compris, le délai est de 60 mois plutôt que 36 mois. Donc, je vais repasser la parole à Katia. Super. Merci, Marc. Alors, on vient de voir qu'on a des conditions qui doivent être rencontrées dans une période de 36 mois ou 60 mois suivant le transfert, selon qu'on est dans le transfert immédiat ou progressif. C'est des conditions, donc, de transfert de gestion,
d'implication dans l'entreprise et de continuité d'exploitation de l'entreprise, ainsi que contrôle de la société qui achète. Donc ici, il y a une série d'allègements qui sont disponibles et qui vont faire en sorte que dans les situations qui sont prévues, bien, ces tests-là, ces conditions-là vont être considérées remplies, même si dans les faits, elles ne le sont pas. Donc, le premier allègement, c'est pour les transferts sans lien de dépendance. Donc, si à l'intérieur de la période de 36 ou de 60 mois suivant la vente admissible à l'exonération, l'enfant ou les enfants vendent 100% des actions à une personne sans lien de dépendance. Donc, s'il y a un tiers qui arrive puis qui achète l'entreprise, à ce moment-là, c'est correct. Ils vont dire, on va considérer que c'est comme si l'enfant avait rencontré toutes les conditions quant au contrôle de l'acheteur, quant à la participation active de l'enfant, quant à l'exploitation active de l'entreprise et quant à la transfert de la gestion de l'entreprise. Évidemment, on parle de 100% des actions, là, ça doit vraiment être une vente complète. Là, il ne suffit pas de juste céder le contrôle de la société, il faut vraiment vendre toutes les actions. Le deuxième allègement, c'est pour permettre aux enfants de transiger entre eux. Donc, si on avait un groupe d'enfants qui a acquis les actions, et on veut changer, on avait un enfant ou un groupe d'enfants, on veut ajouter un nouvel enfant, on veut changer les proportions entre les enfants au niveau de la détention d'actions. À ce moment-là, même chose, on va venir considérer que c'est correct, là, puis on va considérer que la condition de 36 ou 60 mois ne sera pas pour autant pas rencontrée. Il faut cependant que l'enfant qui embarque, ou en tout cas l'enfant qui reste, continue de respecter les tests jusqu'à la fin de la période. Le troisième allègement, c'est en cas de décès. Donc, si l'enfant décède, évidemment, dans les faits, les conditions ne pourront pas être respectées. Mais donc, si c'est par raison du décès, ça sera correct, ça ne viendra pas invalider l'exonération. Même chose s'il y a une invalidité qui empêche l'enfant d'être impliqué dans les activités de l'entreprise. Et donc, on a mis dans la diapositive là, qu'est-ce qui pourrait être considéré une déficience grave et prolongée. Essentiellement, ce sont les conditions qui permettent à un individu de réclamer le crédit pour personnes handicapées. Quatrième allègement, c'est si jamais l'entreprise cesse d'être exploitée parce que les actifs doivent être vendus pour satisfaire aux créanciers. Donc, on vise des situations de faillite, d'insolvabilité. Donc, c'est peut-être l'enfant a mal géré l'entreprise, puis ça n'a juste pas survécu au transfert. À ce moment-là, ils acceptent néanmoins que le parent puisse continuer de bénéficier de l'exonération dans cette situation-là. Et enfin, le dernier allègement concerne les fusions. Comme Marc le disait, dans les versions antérieures, ce n'était pas clair si la société acheteuse avait le droit de fusionner avec la société cible, la société acquise. C'est quand même une technique assez répandue lorsqu'on fait une transaction d'acquisition, de fusionner l'acquisico avec l'opérante, notamment pour permettre aux intérêts qu'on va payer à monsieur le banquier d'être déductibles contre le revenu de l'entreprise. C'était pas clair si on avait le droit de le faire, puis là, ils sont vraiment venus le permettre de façon spécifique. Là, on pourra fusionner, puis ça ne sera pas une situation qui va empêcher de rencontrer les conditions de détention et de contrôle. Et là, on vous arrive presque avec un excellent timing sur notre dernière diapositive où on vous parle de certains autres éléments. Je serai bref et court. Donc, tantôt, on parlait, j'ai vu dans une des diapositives qu'on parlait de la réserve pour gain en capital. Eh bien, j'ai une bonne nouvelle. La réserve va passer de 5 ans à 10 ans lorsque les conditions sont rencontrées.
Donc, c'est une très bonne nouvelle. Puis, ça va permettre de pouvoir là, alléger certaines transactions parce que ce n'est pas toutes les transactions qui, au niveau du financement, que c'est évident d'avoir un financement. Quand on regarde au niveau du transfert des entreprises agricoles, c'est peut-être moins liquide de temps en temps. Fait que la réserve pour gain a été augmentée de 5 à 10 ans. Il y a aussi, en termes de prescription, donc les prescriptions, ça c'est une moins bonne nouvelle, mais c'est logique. Les prescriptions ont été allongées, si je pourrais dire, pour tenir compte que le transfert soit réellement fait lorsque la personne va bénéficier, se prévaloir de l'exonération. Donc, pour la période de nouvelle cotisation, elle est prolongée de 3 ans en ce qui a trait, au transfert immédiat, et on parle de prolonger de 10 ans pour ce qui est du transfert progressif, ce qui est tout à fait logique. Et au niveau de la responsabilité pour l'impôt, tantôt on parlait du choix conjoint. Et la responsabilité est conjointe et solidaire de tous les enfants qui sont en lien avec l'impôt payable par le parent si les conditions de transfert ne sont pas respectées. Donc, merci. Merci. Peut-être le temps pour une question. Une fois de plus, vous avez une question, levez la main, on va vous apporter un micro pour qu'on puisse transmettre cette question également. Est-ce qu'il y aurait des questions? Question ici à l'avant, s'il vous plaît. C'est bien. Bien, c'est une question. Peut-être, en fait, dans le début de la présentation, vous mentionniez que lorsque l'entreprise se qualifie pour le transfert à l'enfant, dans la stratégie, ils ne peuvent pas utiliser l'utilisation d'une fiducie pour multiplier l'exonération. Ça vient un petit peu avoir un gros impact, surtout comme planificateur financier. Si on conseille la famille, puis supposons 3 enfants, puis il y en a juste un dans l'entreprise, on aurait pu planifier des stratégies là, Est-ce que c'est quelque chose que les fiscalistes vont revenir auprès du gouvernement pour challenger? Parce que je trouve que c'est une grosse inégalité. Oui. Bien, je ne sais pas si on va le challenger, mais c'est parce que, en fait, il y a des façons de le contourner. Parce que si la fiducie est là, c'est correct. OK? C'est qu'au moment de la vente, il ne faut pas que ce soit la fiducie qui vende. OK? Fait que si ma fiducie prend les actions qui valent, par exemple, 1 million pour monsieur, 1 million pour madame, je les attribue à monsieur et madame avant la vente, puis c'est monsieur et madame qui vendent, bien là, on est correct. Qui est mon vendeur? C'est mon parent. Puis le délai, c'est-tu le fameux 2 ans, là, ou pour avant la vente? Le 2 ans va être correct parce que c'est les personnes avec l'indépendance. Tu sais, on a les personnes qui ont détenu les actions dans la période de 2 ans précédents, c'est des personnes avec l'indépendance. Donc, on ne sera pas fort-bord pour nos conditions de AAPE. Mm-hmm. Et on se met du bon bord pour aller chercher l'exception à 84,1. La seule chose, si je pourrais ajouter, au niveau des conditions, le fait que la fiducie continue de détenir des actions, ça pourrait être problématique dans la rencontre de mes conditions, là, parce que c'est une entité pertinente. Là. Ouais. Donc... Bien, il faut juste qu'elle vende quand même les actions. Là, mettons, elle fait une vente, bien, elle va devoir les vendre. Ou sinon les attribuer à d'autres personnes. Mais à compter du moment où on fait la vente, d'abord que la fiducie, parce que si la fiducie détient plus de 50% des actions après, bien c'est sûr que là, je n'ai pas rencontré ma condition de baisser ma participation à 50%. Parce que les parents, souvent, sont les fiduciaires. Donc, contrôle les actions. Et il y a des règles de transparence. De toute façon, on fait comme si la fiducie n'existait pas là, pour regarder c'est quoi la participation directe ou indirecte. Là. Donc ça dépend, et c'est une question de fait. Puis, c'est ça. Toujours. Exactement. Puis, puis, quand vous disiez que ce droit-là n'est pas applicable une deuxième fois dans la famille, ça veut dire que ça limite toutes nos familles qui c'est un transfert de 3e génération? Si alors, c'est pas par famille, c'est par individu. Entreprise. Donc, par individu. L'individu, donc un individu en lien avec une entreprise, est-ce qu'il a déjà pris l'exception? Si la réponse est oui, bien lui ne pourra plus le prendre pour cette entreprise-là.
lui pourrait le prendre pour une autre entreprise et, bien sûr, les autres membres de la famille qui deviennent actionnaires de cette société-là, bien, eux, on applique le test à eux. Bien, est-ce que l'enfant a pris l'exonération, pas l'exonération, mais l'exception avant? Si la réponse est non, bien, c'est correct, il va pouvoir le faire. Fait qu'on va pouvoir le faire. C'est pour éviter les ventes multiples. Là. Okay. Donc, dans le temps, là, une fois que tu t'es prévalu de 84.1, 2.3, 2E, bon, ben c'est terminé. Donc, c'est pour ça qu'ils veulent des transferts total et sur une fois. Bien, merci. Plaisir. Merci beaucoup. C'était ça la question, effectivement, une très bonne question. Un élément à retenir, on est dans la partie 4, d'où l'importance, tantôt, Pascal le mentionnait, Salomon, de faire affaire avec des experts qui vont avoir des connaissances accrues et de s'assurer d'avoir un partenariat. Alors, une fois de plus, Katia Sebastiani, Marc Gendron, merci beaucoup.